Je m'appelle Elara, j'ai 35 ans, et la seule chose que ma famille ait jamais vue en moi, c'est l'ombre portable de ma sœur, Sabine, assise à cette table de réveillon, sous le lustre baroque de la salle à manger familiale qui n'a pas changé depuis mon enfance. Je pouvais presque sentir le poids de leurs attentes et de leurs jugements. Le réveillon de Noël, en France, n'est pas qu'un repas. C'est une performance sociale où chaque convive joue un rôle immuable, et le mien a toujours été celui de la petite sœur sans ambition, l'artiste rêveuse qui a gâché son potentiel. Devant moi, Sabine, l'incarnation de la réussite bourgeoise, arborait un sourire figé qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle était parfaite, comme toujours. Son tailleur noir de créateur épousait sa silhouette mince, et ses bijoux scintillaient avec l'éclat froid de son mariage avec Antoine, l'homme d'affaires réputé de Bordeaux, notre hôte ce soir. J'avais fait un effort cette année. Ma robe, simple mais élégante, d'un blanc cassé que ma mère avait déjà jugé trop audacieux pour mon teint, était ma petite armure. Une armure que j'avais achetée avec mon propre argent durement gagné, loin de leurs conseils condescendants. Le grand cru classé de Pauillac coulait dans les verres en cristal, un vin dont chaque gorgée coûtait le prix de mes charges mensuelles. J'écoutais à moitié mon père disserter sur les marchés asiatiques, tandis que ma mère gloussait poliment. Tout était une symphonie de faux-semblants et de compétitions silencieuses. J'étais la cible facile, l'alibi de leur propre réussite. Mais cette année, la partition était différente. J'avais passé les 5 dernières années à me reconstruire loin d'eux, à Lyon, dans un silence qu'ils prenaient pour de l'échec. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce silence était mon plus grand atout. Alors que Sabine se penchait pour me parler d'une voix mielleuse, le ton qu'elle réservait toujours pour mes moments de plus grande vulnérabilité, je savais qu'elle préparait quelque chose. Ses yeux brillaient d'une malice familière, celle qui annonce une humiliation publique subtile. J'ai senti une vague de nausée me monter à la gorge, non pas à cause du stress, mais à cause de la pure, simple méchanceté qu'elle dégageait. Elle tenait sa coupe de vin rouge, presque pleine, au-dessus de la table. La trajectoire était parfaite. Un accident, bien sûr, mais un accident qu'elle avait planifié depuis l'instant où elle m'avait vue. Mon cœur s'est accéléré. Ce n'était pas juste un vin sur une robe. C'était l'agression finale. J'ai serré mes mains sous la table, le poids du secret que je portais devenant presque insoutenable. Elle pouvait tacher ma robe, elle pouvait tacher ma réputation, mais elle ne pouvait pas tacher ce que j'étais devenue. Je la regardais droit dans les yeux, mon propre regard reflétant le lustre. Et j'ai attendu, comme on attend l'inévitable. La rivalité entre Sabine et moi n'était pas un simple fait de jalousie fraternelle. C'était un système institutionnalisé par nos parents. Sabine, de 2 ans mon aînée, était la fille en or, celle qui cochait toutes les cases du succès bourgeois qu'ils avaient toujours désiré. Belle, intelligente, mariée à un homme riche et respectable, vivant dans une maison qui sentait le succès et le bon goût. J'étais l'autre, la rebelle, l'artiste, celle qui avait refusé d'entrer dans la voie tracée de l'école de commerce pour étudier l'histoire de l'art. L'art, ma chérie, c'est un hobby, pas une carrière, m'avait lancé ma mère avec un sourire contrit le jour où j'avais annoncé ma décision. Leurs commentaires n'étaient jamais directs, toujours enveloppés de cette politesse française acerbe qui rend la critique acceptable. C'était toujours « Sabine a tellement de chance d'avoir une situation stable » ou « Dommage qu'Elara n'ait pas le sens des affaires de son beau-frère ». La vérité est qu'ils ne s'intéressaient pas à ce que je faisais, seulement à la manière dont cela se reflétait sur eux. Sabine, elle, s'en nourrissait. Elle avait l'art de me mettre mal à l'aise, de me rappeler ma précarité relative, mon petit appartement lyonnais quand elle parlait de ses réceptions dans leur hôtel particulier bordelais. L'année dernière, elle m'avait offert un chèque à Noël pour m'aider à me payer des cours de perfectionnement, pour mon métier, sachant très bien que j'étais une professionnelle reconnue, mais cherchant à m'humilier devant toute la famille. J'avais refusé le chèque, et le silence qui avait suivi était plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Ce soir, la tension était palpable. Antoine, mon beau-frère, le mari parfait, était étrangement nerveux. Il tripotait son téléphone sous la table, et son verre de Pauillac restait intouché, un signe presque sismique de son anxiété. Sabine, au lieu de le rassurer comme elle le faisait d'habitude, redoublait de gaieté forcée. J'ai remarqué une chose qu'ils ne croyaient pas que je pouvais voir, la façon dont leurs regards s'échangeaient, des éclairs de panique,
des codes secrets qui ne présageaient rien de bon. Mon instinct, affûté par des années passées à décoder les mensonges familiaux, me disait que leur façade parfaite était en train de se fissurer. La manœuvre du vin était donc une diversion, une tentative de détourner l'attention de leur propre désastre imminent. Elles voulaient me faire exploser, me réduire à l'état de victime pleurnicharde pour que l'attention se concentre sur mon malheur superficiel et non sur leur crise profonde. Je me suis penchée légèrement en avant, un mouvement imperceptible. Je savais que si elles renversaient ce verre, ce serait la fin de notre relation, la ligne qu'elle ne pourrait jamais franchir. Mais c'était aussi le signal, le moment où ma propre contre-attaque, préparée avec une patience froide et chirurgicale, allait être lancée. Ils pensaient que j'avais passé les 5 dernières années à me morfondre dans la province, à peindre des paysages sans succès ou à donner des cours dans une petite école. C'était le récit qu'ils avaient créé et qu'ils se racontaient pour justifier leur propre supériorité. Ma mère parlait de mon exil à Lyon avec une tristesse feinte, comme si j'étais partie rejoindre un ordre monastique de l'échec. La vérité était bien plus complexe et, pour eux, bien plus humiliante. À Lyon, j'avais utilisé mon expertise en histoire de l'art et ma passion pour la technologie pour devenir une consultante en provenance numérique d'œuvres d'art. Mon travail consistait à retracer l'histoire d'une œuvre à travers les registres numériques, les blockchains, et les bases de données d'archives. Une expertise de niche qui exigeait une précision quasi scientifique. J'avais développé un algorithme propriétaire, baptisé Veritas, capable de déceler des incohérences dans les chaînes de propriété et d'identifier des schémas de blanchiment ou de fraude fiscale cachés derrière des transactions artistiques apparemment légitimes. Le milieu était petit, discret, mais extraordinairement lucratif et surtout stratégique. J'avais des clients à Genève, Londres et New York, des galeries, des musées et des fonds d'investissement qui payaient des fortunes pour garantir l'authenticité et la légalité de leurs acquisitions. Ce n'était pas le genre de succès qu'on pouvait exposer sur Instagram comme Sabine, mais c'était un pouvoir bien plus réel. J'avais mon propre capital, ma propre indépendance et le respect d'un cercle d'experts qui n'avaient rien à envier à la superficialité bordelaise. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que mon dernier contrat, le plus gros de ma carrière, m'avait ramené indirectement vers eux. Il s'agissait d'auditer un fonds d'investissement suisse suspecté d'utiliser l'art comme couverture. En traçant les transactions, j'étais tombée sur une série de transferts d'actifs extrêmement complexes qui convergeaient tous vers une seule entité. Une société holding offshore liée à Antoine, le mari de Sabine. Mon beau-frère Antoine, le gendre parfait, l'homme d'affaires respectable, était impliqué jusqu'au cou dans une opération de fraude massive et de blanchiment d'argent. Il utilisait l'entreprise de Sabine, la société de conseil financier qu'il avait mise en place pour elle, comme par avant. La manœuvre du vin rouge, l'humiliation que Sabine s'apprêtait à me faire subir, prenait une dimension tragique. Elle n'était pas seulement la reine du bal, elle était la complice involontaire, la façade innocente d'un empire bâti sur le sable. Je n'étais plus la petite sœur aigrie. J'étais la seule personne à cette table qui possédait la vérité, l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. J'ai respiré profondément, sentant la lourdeur du secret que je transportais. Ce n'était plus mon rôle de me défendre, mais le leur de réaliser la gravité de leur situation. Le moment que j'avais redouté et anticipé est arrivé avec la légèreté trompeuse d'un geste maladroit. Sabine, tout en feignant de rire à une blague que mon père venait de faire sur les difficultés de mon marché de niche, s'est légèrement penchée vers moi. Sa main, tremblante d'une tension que seul moi pouvais déchiffrer, a heurté le pied de son verre. Un quart de seconde plus tard, une traînée écarlate de Pauillac 2005 s'étalait en une fleur sinistre sur le tissu blanc cassé de ma robe. Ce n'était pas une simple éclaboussure, c'était une marée montante, une tache si large et si visible qu'elle était impossible à ignorer. Un silence instantané, lourd et épais, a remplacé le brouhaha joyeux de la conversation. J'ai senti le liquide froid et poisseux s'imprégner de la soie, puis de ma peau, laissant une sensation de brûlure qui n'était pas due à la température du vin, mais à la violence symbolique du geste. Ma mère a lâché un petit cri étouffé, portant sa main à sa bouche, moins par compassion pour moi que par horreur du désordre et de la tache sur la moquette ancienne. Mon père a froncé les sourcils, exaspéré par cette perturbation impromptue à son dîner. Antoine, mon beau-frère, a détourné les yeux, mais pas de la façon dont on le ferait pour éviter le regard d'une personne embarrassée. Il avait l'air de voir un fantôme,
comme si l'encre rouge de la manœuvre de Sabine était un mauvais présage pour sa propre situation. Sabine, elle, a joué son rôle à la perfection. Oh, Elara, je suis tellement désolée. Je suis si maladroite. C'est horrible. Cette robe est neuve, n'est-ce pas? Ses paroles étaient des flèches, non des excuses. Elle a fait mine de tapoter la tâche avec une serviette en papier, étalant le vin et rendant la situation 1000 fois pire. Dans son regard, une lueur de triomphe brillait. Elle m'avait mise à terre. Symboliquement, j'étais la catastrophe du dîner, l'incident. J'avais 2 options. Me lever en larmes, m'enfuir honteusement pour me changer et lui offrir la victoire qu'elle convoitait, ou rester assise, accepter la manœuvre et riposter. Le silence qui s'éternisait était insupportable. Je me suis levée lentement, ma robe collée à moi par le vin, le pauillac sentant l'amertume du tanin. J'ai regardé ma sœur, puis ma mère qui me faisait des signes désespérés pour que je disparaisse. J'ai souri, un sourire vrai, calme, que Sabine n'avait jamais vu sur mon visage. C'était le sourire de la personne qui sait que le vin n'est que du vin, mais que le contenu de la carafe est bien plus toxique. Je me suis dirigée vers le boudoir des invités pour nettoyer le désastre, sous le regard lourd de toute la famille. Mais je n'y suis pas allée pour pleurer sur ma robe. J'y suis allée pour ajuster ma stratégie. Une fois la porte fermée, j'ai arraché la serviette imbibée et j'ai constaté l'étendue des dégâts. La robe était irrécupérable. Mais cette robe, en réalité, était le moindre de mes soucis. Ce que Sabine ne comprenait pas, c'est que la manœuvre du vin avait révélé la profondeur de sa propre misère. Elle était si désespérée de m'humilier qu'elle en était devenue négligente de sa propre façade. J'ai sorti mon téléphone portable de ma pochette, l'objet qui contenait la vraie tâche de ce Noël. J'avais des fichiers cryptés, des extraits de la base de données Veritas, des preuves irréfutables que l'entreprise d'Antoine était un coquille vide utilisé pour blanchir des fonds. J'avais attendu la fin des fêtes pour agir, par égard pour mes parents. Mais Sabine venait de déclarer la guerre. La manœuvre du vin était une agression publique et gratuite. Ma réponse se devait d'être publique, mais elle ne serait pas gratuite. La manœuvre de Sabine m'a fait réaliser que la manœuvre d'Antoine était probablement beaucoup plus avancée que je ne le pensais. Il devait être en train de fermer les vannes, de se préparer à s'enfuir, et la panique de Sabine à table était une preuve de sa connaissance implicite ou explicite de la situation. Attendre plus longtemps serait mettre mes parents, qui avaient des investissements croisés avec l'entreprise d'Antoine, en danger imminent. Je me suis penchée vers le miroir ancien. Mon reflet semblait me dire de ne pas avoir peur. La tâche de Pauillac n'était rien comparée à la tâche morale et financière qui était sur le point de s'étendre sur toute la famille. J'ai passé une main sur ma robe, et au lieu de la honte, j'ai senti une étrange forme de puissance. La robe était désormais un étendard, une preuve visible de l'agressivité de Sabine, le catalyseur de ma propre vérité. C'était la preuve que j'étais la victime innocente dans cette micro-agression, mais la détentrice de la vérité dans l'agression macro. Je me suis recoiffée, le cœur battant, mais l'esprit clair. Je savais que ma prochaine action allait mettre fin au réveillon, au mariage de Sabine, et à l'illusion de perfection de ma famille. Mais paradoxalement, c'était le seul moyen de les sauver. J'ai déverrouillé mon téléphone, ouvert un des fichiers cryptés, une image, la seule preuve que j'avais besoin de montrer. J'ai inspiré profondément, sentant l'odeur du vin et du désastre financier imminent. Il était temps de retourner à la table et de transformer cette fête en un tribunal familial. Je suis retournée dans la salle à manger, la robe tachée exposée comme un trophée de guerre. J'ai ignoré les regards gênés de mes parents et le sourire narquois d'Antoine. J'ai marché droit vers la table et je me suis arrêtée à côté de Sabine, mon cœur battant la chamade, mais ma voix étonnamment calme. « Ne t'inquiète pas, Sabine, » ai-je dit, attirant l'attention de tous. La robe n'est qu'un tissu. C'est la manœuvre qui m'intéresse. Elle a pâli, son masque de perfection vacillant. Mon père a tenté d'intervenir. « Elara, ma chérie, va te changer. On réglera ça plus tard. » J'ai levé une main pour l'arrêter. « Non, papa, on va régler ça maintenant. » J'ai posé mon téléphone à côté de la coupe de Sabine, avec l'image du document ouverte. Sabine a taché ma robe exprès. Mais cette tâche n'est pas celle qui va nous coûter le plus cher. La vraie tâche, Sabine, c'est celle que ton mari est en train de laisser sur le nom de notre famille. Le silence est devenu si total qu'on aurait pu entendre les flocons de neige tomber dehors.
Les yeux de Sabine étaient fixés sur l'écran du téléphone, sur l'image que j'avais affichée. Un extrait de compte bancaire crypté montrant un transfert d'une somme colossale vers une société écran aux îles Caïmans. Mais le nom de la source était le plus important. Antoine Lefebvre, au nom de la société Conseil Financier SA, la propre entreprise de Sabine. C'était la preuve irréfutable de la fraude en cours. J'ai regardé Antoine, dont le visage était devenu blanc comme la nappe. Il a tenté de se lever, la panique dans les yeux. C'est absurde, Elara. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Tu es ridicule. J'ai ri, un rire court et sec qui n'avait rien de joyeux. Ridicule? Non, Antoine. Je suis une experte en traçage de transactions illégales dans le secteur de l'art. Et ton petit jeu de blanchiment d'argent, où tu utilises l'entreprise de Sabine pour faire passer des millions détournés, est tout sauf ridicule. C'est criminel. J'ai désigné la tache de vin sur ma robe. Ça, c'est une manœuvre stupide de ma sœur jalouse. Mais le fait que tu sois en train de t'enfuir du pays, laissant l'entreprise en faillite et nos parents qui y ont investi leurs économies en danger, ça, c'est la vraie manœuvre, et elle est bien plus laide que n'importe quelle tache de vin. Le choc de ma révélation a frappé la table comme un coup de tonnerre. Mon père, habituellement 6 mètres de lui, a littéralement chancelé sur sa chaise. Ma mère a laissé échapper un gémissement faible. Antoine, lui, a cessé toute feinte. Son visage s'est tordu d'une rage froide, celle d'un homme pris au piège. « Comment as-tu osé t'immiscer dans mes affaires? Petite fille, a-t-il craché. C'est un tissu de mensonges. Ces chiffres sont manipulés. Il a tenté d'attraper mon téléphone, mais je l'ai rapidement retiré. J'ai maintenu mon calme, me forçant à parler d'une voix monocorde et professionnelle, sans aucune émotion. Ce n'est pas un tissu de mensonges, Antoine. C'est le résultat d'une analyse de due diligence approfondie sur le fonds suisse que tu utilises comme façade. L'argent que tu as détourné de tes investisseurs est passé par les comptes de la société Conseil Financier SA, de Sabine. Elle est, légalement, la gérante. Et papa et maman y ont mis leurs économies, convaincus que c'était le meilleur investissement. J'ai pointé du doigt mon père, dont les mains tremblaient sur les accoudoirs de sa chaise. Tu as mis papa et maman en position de complices, même s'ils l'ignoraient. Ce virement, effectué il y a tout juste 48 heures, est la preuve que tu liquides les actifs avant de disparaître. Ma sœur Sabine, jusque-là figée, a enfin bougé. Elle s'est effondrée sur sa chaise, le regard perdu, la détresse remplaçant enfin l'arrogance. « Antoine, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. « L'argent du fonds, les économies de nos parents. » Antoine l'a regardé avec un dédain glacial, le masque de l'homme parfait définitivement tombé. « Qu'est-ce que tu en sais, toi, hein? Tu n'as jamais été qu'une décoration. Tu signais ce que je te disais de signer. Ne t'avise pas de gâcher ma sortie, Sabine. » C'est cette phrase. Tu n'as jamais été qu'une décoration, qui a brisé quelque chose en elle. La manœuvre du vin était une manœuvre de jalousie et de colère. Mais la manœuvre d'Antoine était une trahison de confiance et une humiliation bien plus grande. Le silence après la dénonciation d'Antoine n'était pas un silence de surprise, mais un silence d'acceptation de la vérité. Mon père, l'homme d'affaires fier, n'a pas défendu Antoine. Il a regardé ma robe tachée, puis les chiffres sur l'écran, et il a compris l'ampleur du désastre. Il a vu que ma petite sœur sans ambition était la seule à avoir eu l'expertise et le courage de dénoncer la fraude. Sabine, elle, était au bord des larmes, le vernis de sa vie parfaite se fissurant. Elle n'a pas pleuré pour l'argent ou la réputation, mais pour la vérité brutale de sa propre existence. Elle n'était qu'un accessoire dans la vie de son mari. « Tu n'es qu'une décoration, Sabine. » Les mots d'Antoine résonnèrent dans la pièce, plus blessants que n'importe quelle manœuvre de ma part. Je me suis penchée vers Sabine, mon ton se transformant de l'accusation froide à l'empathie. Ce qui a été ma propre grande manœuvre. « Regarde-moi, Sabine, » lui ai-je dit doucement. « La tache sur ma robe, ce n'est rien. Elle partira au pressing. Ou je la jetterai. Mais la tache que tu as sur ton cœur, la tache que tu as laissé Antoine te faire croire que tu n'étais qu'une décoration, celle-là, elle est la plus dangereuse. » Elle m'a regardée, les yeux embués. « Tu as gagné, Elara, » a-t-elle soufflé. « Tu as toujours été la plus intelligente. Tu as réussi. Je suis désolée pour le vin. Je t'ai toujours enviée. Envies-tu ma vie parfaite ?
J'ai secoué la tête. J'enviais la façon dont papa et maman te regardaient. La fierté. Mais je n'envie pas ce que tu es devenu. Mon père, reprenant ses esprits, a tourné son attention vers Antoine. Sors d'ici, Antoine. Maintenant. Nous appellerons notre avocat et nous ferons tout pour coopérer avec les autorités. Antoine, voyant que le jeu était terminé, a ramassé son manteau et a quitté la salle à manger sans un mot, le claquement de la porte d'entrée résonnant comme un coup de feu. Le silence est revenu, mais cette fois, c'était le silence de la dévastation. Ma mère pleurait, non pas de honte, mais de tristesse pour sa fille aînée. La pièce, habituellement si festive, sentait le désastre et la vérité enfin révélée. J'ai pris le temps de m'asseoir à côté de Sabine, ignorant la robe tachée. Mon père s'était isolé au salon pour appeler son conseiller juridique. Ma mère, en sanglots discrets, cherchait maladroitement à réconforter Sabine. L'heure n'était plus à la victoire, mais au bilan. Ma vengeance, si l'on peut l'appeler ainsi, était accomplie. J'avais exposé Antoine, j'avais sauvé les économies de mes parents, et j'avais finalement forcé ma sœur à affronter la misère de sa propre façade. Mais mon cœur ne ressentait aucune joie triomphante. Il y avait seulement le poids de toutes ces années de ressentiment, de compétition forcée. « Tu savais, pourquoi tu as attendu ?» m'a demandé Sabine, sa voix rauque. Elle ne parlait pas d'Antoine, mais de ma réussite. « Tu as un succès incroyable, Elara. Pourquoi ne l'as-tu jamais dit ?» J'ai haussé les épaules. « Parce que je voulais que vous me voyiez pour ce que j'étais, pas pour ce que j'avais réussi à amasser, et parce que j'avais besoin de silence pour travailler. Mais surtout, parce que je ne voulais pas que vous vous intéressiez à moi uniquement à cause de mon argent, comme vous vous intéressiez à Antoine à cause du sien. » J'ai senti ma mère poser une main hésitante sur mon épaule. Pour la première fois depuis des années, elle ne me jugeait pas. Elle me voyait. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision. La vraie manœuvre de réconciliation. Celle que personne n'aurait pu attendre de moi. Mon plan n'était pas de détruire la vie de Sabine, mais de lui offrir un nouveau départ, basé sur la vérité et l'intégrité. « J'ai une proposition, Sabine, » ai-je dit. J'ai sorti une pochette en papier de mon sac, un document préparé à l'avance, que je devais donner à mes parents. L'entreprise d'Antoine va couler, et tu es légalement responsable en tant que gérante. Mais mon logiciel, Veritas, peut prouver qu'Antoine a agi seul, sans ta connaissance ni celle de papa et maman. Cela sauvera l'honneur de la famille. Et, plus important encore, cela prouvera ton innocence et celle de nos parents face aux autorités. La deuxième partie de ma révélation a frappé Sabine avec une force émotionnelle inattendue. Elle a lu le document que je lui tendais, les larmes brouillant sa vue. C'était un accord de consultation. Un contrat qui formalisait ma future coopération avec l'avocat de la famille pour démanteler le réseau de fraude d'Antoine et protéger l'entreprise familiale de mon père, qui, je l'avais découvert, était liée indirectement aux actifs d'Antoine. Ce n'était pas un document de vengeance, mais de sauvetage. « Tu fais ça pour moi ?» a-t-elle demandé, incrédule. « Après tout ce que je t'ai fait, ce soir, cette robe... » J'ai essuyé mes doigts tachés de vin sur ma serviette. La manœuvre de la robe était le fruit de ta propre souffrance, Sabine. Tu as essayé de me tacher parce que tu te sentais sale toi-même, emprisonnée dans une vie que tu n'avais pas choisie, juste pour faire plaisir à papa et maman. C'était la première fois que je parlais de la source de sa méchanceté avec une telle clarté. Elle a baissé la tête et a éclaté en sanglots sincères. « Je suis désolée, Elara, je suis tellement désolée. J'ai toujours cru que le bonheur était dans la perfection, dans l'argent d'Antoine, dans l'approbation de nos parents. J'ai été odieuse avec toi parce que tu avais le courage d'être toi-même, ce que j'ai toujours voulu. J'ai pris sa main dans la mienne. Mon offre ne vient pas d'une position de victoire, elle vient d'une position de famille. Je ne t'ai pas montré la manœuvre d'Antoine pour te détruire, mais pour te libérer. C'est ça, la vraie vengeance. Transformer l'humiliation que tu as voulu en un acte de pardon qui te force à changer de vie. » Mon père est revenu, son visage tiré. Il a regardé Sabine et moi, nous tenant les mains, le contraste entre la tragédie de l'instant et notre réconciliation naissante étant frappant. Il a lu le document que je lui ai tendu. « Elara, mon Dieu, tu as tout risqué pour nous. Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir vue. » Il m'a prise dans ses bras, une étreinte maladroite, mais sincère. Le réveillon de Noël ne s'est pas terminé avec le champagne ou les cadeaux.
Il s'est terminé avec une résolution. La famille allait faire face à la tempête ensemble. Les jours suivants ont été une course contre la montre. Mon expertise en Veritas a permis à l'avocat de mon père de monter un dossier solide, prouvant l'innocence de Sabine et de mes parents dans la fraude d'Antoine. Sabine, libérée de son mariage toxique et de son rôle de femme trophée, a travaillé jour et nuit à mes côtés, mettant à profit ses compétences en gestion pour aider à l'audit. La vengeance s'était transformée en une collaboration improbable et intense. 1 mois plus tard, la vérité a éclaté au grand jour. Antoine a été arrêté à la frontière alors qu'il tentait de s'enfuir. Le scandale était énorme, mais grâce à mon travail, le nom de ma famille a été épargné de toute charge criminelle. La manœuvre du vin était désormais un lointain souvenir. Ma robe tachée est restée accrochée dans mon placard à Lyon, non pas comme un souvenir de l'humiliation, mais comme le symbole de l'événement qui avait forcé la vérité à éclater. Le vrai final fascinant de cette histoire n'est pas le triomphe financier, mais la réconciliation inattendue. Sabine a divorcé d'Antoine, mais au lieu de s'effondrer, elle a redécouvert une passion perdue pour le design intérieur. J'ai décidé de prendre ma décision la plus radicale. J'ai proposé à Sabine de devenir ma partenaire, pas pour mon entreprise de provenance, mais pour une nouvelle branche. Le conseil en conformité éthique pour les galeries d'art, en utilisant une version simplifiée de Veritas. C'était une façon de lui offrir une porte de sortie honorable, d'utiliser ses compétences non pas pour la façade, mais pour l'intégrité. Lors du prochain repas de famille, qui était plus modeste et plus sincère, Sabine a pris la parole. « Je ne serai jamais la fille parfaite que vous espériez, » a-t-elle dit à nos parents, « mais avec Elara, je suis enfin moi-même. » Elle a souri vers moi, un sourire sincère, plein de gratitude et de respect mutuel. La manœuvre du vin était une tentative de vengeance futile. Ma réponse, transformer cette vengeance en un acte de pardon et de rédemption, a changé non seulement nos vies, mais toute la dynamique familiale. C'est la plus belle victoire, celle qui ne laisse aucune tache, mais une nouvelle fondation solide. La réconciliation n'est pas l'oubli des offenses, mais la création d'un avenir où ces offenses n'ont plus de pouvoir. J'ai compris à ce moment-là que la seule façon de vaincre la méchanceté de ma sœur n'était pas de lui rendre l'appareil, mais de lui montrer que le véritable pouvoir résidait dans l'intégrité et le pardon. La tache sur ma robe était une blessure superficielle. La vraie blessure était la sienne, une blessure narcissique causée par des années à vivre dans un rôle qui n'était pas le sien. En lui offrant l'opportunité de travailler avec moi, en utilisant sa rigueur professionnelle pour une cause juste, je lui donnais la chance de se réconcilier avec elle-même. Nous sommes devenus des sœurs, non pas les rivales d'autrefois, mais des partenaires. Elle a apporté à l'entreprise un sens de la gestion et du contact client que mon côté artiste et technicien ne possédait pas. Nos parents, initialement dévastés par le scandale d'Antoine, ont retrouvé la fierté de voir leurs 2 filles, enfin unies, travaillant ensemble sur un projet qui défendait les valeurs qu'ils avaient toujours feint de défendre. L'honnêteté et la droiture. L'ancienne salle à manger bourgeoise a été vendue, tout comme l'hôtel particulier de Sabine, l'argent servant à apurer les dettes et à tourner la page. Ma mère, sans l'obligation de tenir les grandes réceptions, a redécouvert le plaisir des petits dîners simples, où l'on parlait non pas de marché financier ou de robes de créateur, mais de sentiments, d'art et de vie. Mon père, lui, a pris sa retraite et a commencé à nous conseiller, non plus comme un patron, mais comme un mentor, reconnaissant enfin l'intelligence de ses 2 filles. La manœuvre de ma sœur pour me tâcher a échoué lamentablement, mais elle a réussi à révéler la vraie tâche, celle qu'Antoine avait laissée sur la famille. Et c'est cette révélation, ce moment d'agression publique, qui a été le catalyseur d'un pardon que je n'aurais jamais cru possible. Ce n'était pas un conte de fées, car Antoine a dû faire face à la justice, et Sabine a tout perdu pour tout reconstruire. Mais c'était un final fascinant. La vengeance n'était pas la destruction de l'ennemi, mais la rédemption de l'être cher. J'ai réalisé que le plus grand pouvoir de la vérité n'est pas d'exposer la faute, mais de donner la liberté de se pardonner et de changer de vie. La tache du Pauillac, une marque d'infamie, est devenue la ligne de départ de ma nouvelle vie et de celle de ma sœur.